on va parler de l'analyse fondamentale. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon analyste fondamental? Qu'est-ce qu'il faut pour faire bien de l'analyse fondamentale? Premièrement, l'objectif de l'analyse fondamentale est simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de détecter la valeur intrinsèque, donc la valeur propre d'un projet. Okay. Et la valeur propre d'un projet, d'un produit ou d'une technologie ou bien d'un actif ne sera pas facilement, en fait, ne sera pas visible comme ça. Parce que pour ceux qui sont des experts en comptabilité, ils savent bien cela. Parce que ça se fait dans les entreprises. Les entreprises ont des techniques pour pouvoir masquer les comptabilité interne et comptabilité externe. Effectivement, pour pouvoir masquer des pertes, masquer. Voilà. Et ça, le secteur de la crypto-monnaie n'échappe pas. Parce que le secteur de la crypto-monnaie sont aussi des êtres humains qui sont dedans. Et quand les êtres humains sont dans un secteur, il y aura des erreurs, il y aura du faux, il y aura parfois du bon, il y aura du manque, tout. L'objectif, c'est de vérifier si ce qu'un produit déclare qu'il est. L'objectif, c'est de vérifier est-ce qu'il est vraiment ça. Ok, c'est ça l'objectif de l'analyse fondamentale. Donc, faire l'enquête. Effectivement. Et maintenant, faire cette enquête, premièrement, il va falloir que vous vous débarrassez de vos émotions concernant le projet. Voilà. Donc, il y a un ensemble de méthodologies à suivre, dont on va détailler tout à l'heure. Donc, c'est ça. Et maintenant, avant d'entrer dedans, il faudrait d'abord vérifier d'abord le premier élément, comme on a posé tout à l'heure, la valorisation boursière du projet. Ouais. Est-ce que la valorisation boursière du projet vous intéresse? Parce qu'une personne qui a un très gros capital, parce que celui qui a un gros capital ne va pas entrer dans n'importe quoi, parce qu'il risque gros et tout. Ouais. Voilà. Celui qui a un gros capital, s'il fait juste du x2 son capital, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et aussi, inversement, une personne qui a un petit capital, s'il entre dans des projets qui sont qui ont une captation boursière assez élevée, ça sera difficile qu'il fasse du x2 son capital, du x3, du x5. Donc, il faudrait également qu'il détecte d'abord, en fait, qu'il essaie d'étudier d'abord cette valorisation boursière avant d'entrer dans cette analyse. Ça veut dire que moi, je prends un cas concret. Je suis un jeune homme, une jeune dame, je m'intéresse à l'écosystème crypto. J'ai entendu dire qu'on se fait beaucoup de l'argent là-bas. Je veux aussi ma part. Je vais donc sur le marché, je vais faire l'analyse fondamentale. Ça veut dire que la première chose que je dois d'abord regarder, c'est quels sont mes objectifs par rapport à mon capital. Effectivement. Donc ça fait en sorte que vous définissez déjà premièrement vos profils d'investisseurs. Et lorsque vous définissez vos profils d'investisseurs, il y a une certaine catégorie. Je dis n'importe quoi. En fait, je ne dis pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est. Récemment, quand vous avez vu MicroStrategy acheter encore des bitcoins, vous achetez principalement des bitcoins. Quand vous voyez Tesla, le dernier rapport de Tesla, c'est vrai qu'à un moment on disait qu'ils avaient vendu les bitcoins, mais vous avez vu le dernier rapport, c'est sorti. Ils ont tué les bitcoins. Donc, ils achètent principalement les crypto-monnaies qui ont atteint ce niveau de sécurité. Donc, ce qu'ils misent le plus, c'est l'aspect sécurité. Voilà. Maintenant, parce qu'eux, ils investissent des milliards de dollars. C'est pour ça qu'ils espèrent faire du x2, x3, x5. Mais si vous avez, et dit n'importe quoi, vos 100 dollars, vos 500 dollars ou 1000 dollars aujourd'hui, si vous partez même que dans le Bitcoin, c'est vrai que ça, à long terme, parce que lorsque l'adoption va évoluer avec les ETF et autres éléments concernant l'adoption de la technologie blockchain et autres, ça va aller vite. C'est vrai que ça va aller vite, mais concernant le prix et aussi les revenus, le retour sur l'investissement, ça ne sera pas aussi très énorme à moyen terme ou à court terme. Mais c'est vrai qu'à long terme, le Bitcoin a encore un long chemin à parcourir pour des performances. Les grosses crypto-monnaies, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui ont de fortes capitalisations, ont moins de chances d'exploser que les crypto-monnaies qui ont des faibles capitalisations. Effectivement, et c'est tellement logique. Un projet qui a 100 000 dollars de captation boursière, pour qu'il fasse x2, sa captation boursière doit aller à 200 000. 200 000, ouais. Si sa captation boursière part à 1 million de dollars, le projet a fait facilement x10. Oui. Mais imaginez aujourd'hui, pour ceux qui disent que le Bitcoin doit faire x10, c'est vrai que je ne suis pas pessimiste.
Mais pour que le Bitcoin fasse x10, il faudrait que la captation boursière du Bitcoin fasse également x10. Donc presque 550 milliards de dollars x10. Ça fait 5 trilliards de dollars. Voilà, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, il y a aussi un élément qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la captation boursière et la liquidité, c'est deux choses. Dans le Bitcoin, peut avoir une captation boursière même de 3 trillions de dollars, mais n'a pas la liquidité même de 500 millions. Donc, la liquidité, c'est aussi un autre élément. Un autre élément après. Pour éviter les gros du sujet. Il faut utiliser la zone des commentaires parce que ce n'est que là-bas qu'on peut réellement savoir si tu comprends ou pas. Si tu as des questions, il faut les poser là-dedans. Si tu as des contributions à faire, il faut également les faire. Dis-moi par exemple, quels sont les projets crypto dans lesquels tu as investi. Dis-moi également si tu as déjà eu à acheter des crypto-monnaies qui ont disparu du marché comme ça. Dis-moi aussi si tu fais déjà de l'analyse fondamentale. Dis-moi également si tu es un expert en analyse fondamentale ou pas. C'est très important de savoir à quel niveau est-ce que tu es pour pouvoir t'apporter un contenu qui t'aide vraiment et de façon sur mesure. Je vais donc retourner vers Franck avec une question un peu plus spécifique. Donc un peu on va aller dans la matière. Bon, on a vu que pour faire l'analyse fondamentale, il faut comprendre le marché, il faut comprendre les capitalisations et tout. Bon, mais maintenant, c'est quoi la méthodologie en fait? Si je veux faire, disons, j'ai une crypto-monnaie, je prends le Bitcoin par exemple, je veux faire son analyse fondamentale, je commence par où? Ok. Bon, c'est une très bonne question. Merci. Et c'est même l'objectif de nous rencontrer aujourd'hui. Absolument. Effectivement. Voilà. Concernant la méthodologie, en effet, ce n'est pas une méthodologie en effet qui est standard. Okay. Parce que tous les projets ne sont pas identiques et tous les projets ne viennent pas résoudre, en fait, n'apportent pas une même solution ou bien un même produit. Okay. Voilà. Je dis n'importe quoi. Une crypto-monnaie aujourd'hui qui vient résoudre le problème de transfert d'argent en Afrique. Parce qu'on a toujours le problème de bancarisation qui est assez. Voilà, on a toujours les difficultés au niveau des banques. Donc imaginez, aujourd'hui, on a une crypto-monnaie qui gère le secteur de transfert d'argent. Et c'est accepté par la plupart des agences de transfert d'argent. Maintenant, cette crypto-monnaie-là est dans un secteur bien spécifique. Maintenant, on va analyser cette crypto-monnaie suivant son secteur. Maintenant, imaginons par la suite un deuxième projet de crypto qui vient résoudre, je dis n'importe quoi, le problème de scalabilité. Et ce projet apporte une nouvelle génération de blockchain. Et cette génération de blockchain vient résoudre le problème de blockchain, vient résoudre l'interopérabilité, vient résoudre aussi la gouvernance et aussi le problème de l'interopérabilité. Vous voyez que cette crypto-monnaie-là sera beaucoup plus l'aspect technologique et la première crypto-monnaie sera beaucoup plus l'aspect financier. Oui. Voilà, ouais, c'est deux éléments différents. Parce que la première crypto-monnaie est venue résoudre le problème de transfert d'argent. On peut déployer cette crypto-monnaie-là sur une blockchain, je dis n'importe quoi. C'est une blockchain qui est assez scalable et aussi où les frais sont assez légers. Ou bien créer une nouvelle blockchain qui est publique. Et cette nouvelle blockchain qui est publique n'avait plus de nœuds. Mais le véritable problème là-bas, c'est au niveau des transferts. Maintenant, en parallèle, vous voyez que les deux blockchains ne viennent pas résoudre le même problème. Et les deux blockchains ne peuvent pas être analysés de la même façon. Parce qu'un vient résoudre, en fait, un apporte un produit et un service spécifique au niveau de la technologie qui est un problème fondamental aujourd'hui au sein des blockchains. C'est pour ça que vous avez vu Ethereum faire la migration qui est en cours. C'est vrai que des mèches n'est pas encore fini, ça doit finir d'ici 2 ou 3 ans si tout fonctionne bien, le développement fonctionne bien. Donc, si je comprends là, ça veut dire que quelqu'un qui veut être vraiment bon ou même très bon en analyse fondamentale doit comprendre le marché. Parce que là, tu es en train de nous dire que analyser un projet qui fait ceci n'est pas la même chose qu'analyser un projet qui fait cela. Est-ce que j'ai bien compris qu'il faut comprendre l'écosystème, le marché dans son ensemble d'abord? Ça, c'est clair. Ouais. Maintenant, il y a des éléments de convergence. Et ce sont les éléments de convergence et les points généraux qu'on va travailler ça ensemble. Ok, je vois. Comme quoi par exemple? Voilà. Et parmi ces points, les points qu'on va travailler sur ça, en fait, qu'on va développer durant cette interview,
Le premier élément sera le fondateur, parce que pour qu'un projet puisse exister, il faut qu'une personne pense le projet. Il faut que cette personne qui pense le projet soit peut-être crédible. Il faut vérifier la crédibilité de la personne, la compétence de la personne et autres. Donc, premièrement, il y a les fondateurs, il faut analyser qui est derrière le projet ou bien qui sont derrière le projet. Et à côté de la team, ils travaillent avec qui? Est-ce que les personnes avec qui ils travaillent, est-ce que ce sont des personnes qui sont assez compétentes? Parce que tu peux avoir un bon produit ou un bon service, mais tu n'as pas une équipe qui est assez compétente autour de toi et le projet, ça ne fonctionne coule à l'eau. Et à côté, parfois, en fait, ce n'est pas tous les projets. La plupart des projets ont aussi des advisors, des conseillers. Voilà. Vous avez vu le projet de Métis. Voilà. Il y a Vitalik Coutin, tout. Voilà. Donc il y a des projets comme ça, il faut vérifier qui est peut-être conseillé. C'est aussi un élément psychologique parce que tout ce qu'on va analyser là, l'objectif c'est de chercher les éléments psychologiques qui peuvent pousser une personne à la masse à acheter la monnaie. Ce n'est pas que c'est ça qui fait acheter la crypto-monnaie, ce sont les éléments psychologiques. Parce qu'à la fin, tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on analyse là, c'est quoi? À la fin, qui prend la décision, c'est le cerveau. Voilà, donc c'est de chercher les différentes excuses qui peuvent pousser une personne à acheter une crypto-monnaie. Donc j'ai déjà noté la team, les fondateurs et éventuellement les advisors. Ça c'est en gros l'équipe qui travaille sur le projet. Effectivement. Donc on doit rechercher qui c'est. Est-ce que ces personnes ont les compétences? Est-ce que ces personnes sont crédibles? Aller fouiller un peu leur passé, etc. et voir. Effectivement. D'accord. Et là je crois que c'est un point très important parce qu'on connaît tellement d'arnaques où des personnes qui sortent de nulle part comme ça lancent des projets et puis à un moment donné disparaissent avec les investissements de toutes les personnes, quoi. Absolument. Donc sur ce point ici, en analysant très bien l'équipe, le fondateur, les advisors, on peut facilement déceler ce genre de choses. Effectivement. Ok. Donc à côté de ça, quels sont les autres éléments à prendre en compte? Voilà, donc le deuxième élément à travailler dessus, c'est un élément qui est capital pour un projet. Et c'est bien sûr l'économie du jeton ou bien la token économique. La token économique, c'est l'ensemble de tous les éléments qui interviennent autour de la distribution, la création, la répartition du jeton du projet. Et dedans, on a plusieurs éléments. Toujours dans la même token économique. Donc la token économique, c'est juste un ballot et dans ce ballot, il y a plusieurs éléments analysés. Donc si je comprends bien, c'est tout un canevas. Il y a combien d'éléments en tout en fait qu'on analyse? Au CIA par exemple, combien d'éléments est-ce que vous avez? Particulièrement au CIA, nous analysons environ 10 à 15. Nous avons 10 à 15 éléments que nous analysons. En fait, que 10 à 15 éléments, ce ne sont pas des éléments isolés. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit la première catégorie, j'ai cité 3 éléments. Donc nous avons environ 10 à 15 catégories d'éléments. Voilà. Ok, ça c'est très important. Et ici, je dois mentionner, dans la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices, là-bas, on met vraiment tout en jeu pour que les personnes comprennent profondément l'analyse fondamentale. Et on les donne carrément des outils sous forme de fichiers, de documents qu'ils vont tout simplement remplir. C'est un peu comme un document, je vérifie ça, est-ce que c'est correct ça, est-ce que c'est correct ça. Et là-bas donc, on met ces éléments pour permettre aux gens d'être rapides, plus efficaces et de faire le travail d'une façon conforme et aussi entre guillemets standard. Bien qu'il n'y a pas de standard, vu qu'on doit évoluer avec l'expérience et le temps qu'on a sur le marché. C'est très important. Et parmi ces éléments, il y a des éléments qu'on appelle éléments KO. Ça veut dire que ce sont des éléments que si ça ne passe pas, on arrête tout. Si ça ne passe pas, tu arrêtes l'analyse et tu ne continues même pas. Sinon, tu vas perdre du temps. Il y a beaucoup de projets dont il faut être rapide. Et parmi les éléments KO, il y a le point des fondateurs et de l'équipe qui sont un élément KO. Donc si ça ne passe pas là-bas, on met le projet à la poubelle et on passe à un autre projet. D'accord, je tenais à rappeler ça, Franck. Et là maintenant, je pose ma question sur la token économie. Bon, la token économie là, moi j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que ça peut piéger les personnes. Quelqu'un peut tomber dans le piège à quel niveau?